still be behind. Like, I don't understand it. And I'm almost done with it, man. Yeah. Slap him! Why you slap him? Why you slap him? Numbers playing a huge part of why I made the kind of music that I did. I'm gonna do what I do. The color of my skin is not gonna change either. Et si la véritable question c'était, c'est quoi un artiste pour vous? Je vais vous laisser l'écrire dans les commentaires. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des chansons que vous aimez bien? À quel nombre de chansons que vous aimez bien considérez-vous que cette personne est un artiste? Ou alors, c'est juste quelqu'un qui chante, qui joue de la guitare? Comment définiriez-vous un artiste avec grand A dans la musique? Parce que justement, un jour de 2015, Jason Derulo est en interview et il fait une gueulante, c'est-à-dire qu'il n'est pas content parce qu'il estime qu'il n'est pas du tout respecté par le public afro-américain, pas du tout respecté par la chaîne de télé afro-américaine dans laquelle il n'est jamais quasiment invité, alors qu'à ce moment-là, ça fait déjà quasiment pour lui 6 ans de carrière où il a écumé plein de hits. Wiggle, Talk Dirty, Talk dirty to me. Talk dirty to me. What You Say, dans les zones de Flurry, In My Head, Riding Solo. I'm solo, I'm riding solo, I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Il a à ce moment-là un catalogue de hits assez conséquent et comme il le dit si bien, les chiffres ne mentent pas. Chacune de ces chansons-là a été téléchargée légalement quasiment plus de 5 millions de fois au moment où il en parle. Mais ça n'imprime pas et pourtant nous connaissons tous Jason Derulo qui dit à chaque démarrage de ses chansons au point c'est devenu un mème. Jason Derulo, Jason Derulo. Son nom est une marque d'autant plus forte qu'elle lui a permis actuellement de se reconvertir sur TikTok. Parce que certains savent désormais que pour une jeune population, Jason Derulo est d'abord un TikToker avant même un artiste, c'est-à-dire qu'il le voit faire des TikTok, des challenges quasiment tous les jours. Et récemment même, il est devenu la bête noire de plusieurs youtubeurs américains qui estiment qu'il venait piétiner sur leur plate-bande et c'est pas facile de tenir tous ces équilibres là, surtout quand on a commencé en se disant qu'on allait devenir un chanteur de R&B, mais Jason Derulo les tient parce qu'il a un argumentaire bien précis, toujours le même, les chiffres. C'est le coup classique ou presque. Petit garçon originaire d'Haïti, mais qui naît en Floride et donc qui est passionné par Michael Jackson. Son vrai nom c'est Derulo, comme d'où son origine, mais il le dit de façon anglophone. C'est pour ça que ça sonne un peu limite latino quand il le dit, pour faire un peu style. I started when I was 5 years old. When I first saw him, I told my mom I was gonna be just like him. Mais Jason, c'est surtout un gamin qui travaille de fou et qui commence très tôt les concours de chant, les compositions de chansons. À 8 ans, il commence à écrire ses premières chansons et il fait effectivement le parcours des bébés de Michael Jackson, à savoir le parcours de Usher, Chris Brown et tous les autres. Ils font des concours de chant, ils chantent à la façon Cisco, ils ferment le Apollo Theatre comme Cisco. Mais au moment où Jason Derulo commence à prendre de l'ampleur, au moment où il arrive à 15-16 ans et qu'il commence à se faire repérer dans le game, il se trouve que la musique qu'il aime principalement n'est pas celle qui marche le plus. Il fait des démos pour Cassie, pour Donny Clang, pour les Danny Chicken qui ne sont pas retenus. Il finit par avoir un placement sur l'album de Birdman en 2007. La chose intéressante, c'est que ces démos ne sont pas forcément repérés par les producteurs de R&B qui ne gardent pas ces chansons. Et c'est finalement un producteur qui est un peu dans le game, Dear Rotem, qui fait des titres comme SOS de Rihanna, Beautiful Girl de Sean Kingston. Qu'il le prend et quand il fait le topo autour de Jason Derulo, il se dit... Il a plein de qualités, mais il est peut-être pas fait pour ce qu'il veut vraiment faire artistiquement. Moi, je pense, et c'est ce qu'ils vont donc décider de faire, qu'au lieu de le marketer véritablement sur ce créneau R&B qu'il voudrait faire à la Chris Brown, Usher, Gino Wine, les fameux descendants de Michael Jackson, on va faire quelque chose d'assez inédit avec mes contacts. Et au vu de la scène musicale, parce que l'électro, la scène pop dance commence à monter et on a donc les fameuses zones de Flurry, bah ils se disent, au lieu de le ramener sur le créneau urbain de base, on va directement le projeter sur le mainstream. On va directement envoyer dans les radios mainstream quelque chose de pop et quadrillé avec What You Say et le fameux sample. L'interpolation d'Imoja Hip dans la chanson se fait super bien.
On a aussi ici en France le remix, pour ceux qui s'en souviennent, avec Fanny J. C'est à partir de là que naît donc le phénomène Jason Derulo. Il sort un album dans lequel la formule reste la même, c'est-à-dire que des titres très pop, avec des sonorités, ou alors des intonations, ou alors des mélodies parfois un peu R&B, mais c'est principalement un artiste pop, beaucoup de gimmicks sur riding solo. In my head. Et c'est donc un pari réussi, c'est-à-dire que ce petit chanteur noir qui voulait faire du R&B se retrouve à avoir de gros hits sur la scène pop pile au moment où ce genre de hit cartonne sur la scène pop. Paradoxalement, vous vous rappelez que cette période-là, c'est la période où Usher va se faire engueuler par ses propres fans parce qu'il va essayer de faire ce même genre de chanson pour les radios. Et donc finalement, il trouve une espèce d'écosystème, une espèce de voix un peu parallèle pour lui, parce que Chris Brown, lui, il a une assise urbaine. Chris Brown est d'abord un chanteur de R&B qui a un socle assez soutenu et qui à ce même moment fait face à son problème d'image, le fait d'avoir frappé Rihanna. Jason Derulo trouve une sorte de voix linéaire dans laquelle il est un peu solo, qui lui permet d'avoir de gros hip-hop, mais qui, paradoxalement, ne lui permet pas de vendre d'albums. On se rend compte avec le premier album de Jason Derulo qu'il fait 16 millions de singles vendus. L'album dans le temps de l'exploitation se vend à 250 000 exemplaires aux États-Unis. Là, vous allez certainement me dire oui, mais en plus, les critiques avaient été un peu dures avec lui sur ce premier album. Sur le second album, c'est sûr qu'il a fait mieux parce que vous connaissez bien évidemment les tubes du second album de Jason Derulo. Il arrive 2 ans après avec un titre pop électro qui s'appelle Don't Wanna Go Home, qui est totalement dans l'air du temps. Bon single, il s'essaie une balade pop qui s'appelle Hit Girl, qui est totalement, encore une fois, dans l'air du temps avec ses petits pas de Michael Jackson. Mais c'est du Maroon 5. Ce sont là encore des titres qui vont parcourir les radios dans le monde. On va avoir Breathing, Fight For You. Jason Derulo semble avoir donc à ce moment-là, on le comprend, une formule qui lui permet très facilement pour un artiste noir en plus d'avoir les radios pop et d'être diffusé très grandement partout dans le monde. Le paradoxe, c'est que les chiffres de l'album sont encore pires que le premier. Il passe de 300 000 exemplaires vendus sur ce premier album dans le temps de l'exploitation à quasiment 150 000 exemplaires vendus sur ce second album dans le temps de l'exploitation. Alors que les singles cartonnent, c'est-à-dire que les gens connaissent les chansons, mais on se refuse drastiquement à aller acheter un album de Jason Derulo. C'est la honte. Et je sais que peut-être là tout de suite, l'achat d'un album, ça peut vous paraître totalement banal, mais à l'époque, on achetait des albums et l'achat d'un album signifiait quelque chose. C'était un gage quand même de crédibilité de savoir vendre un album. Jason est retenu sur ça avec des tubes mondiaux que tout le monde connaît et pas un tube. Si ça avait été un tube, vous m'auriez dit Stevie, j'ai écouté une chanson, mais si le gars réussit à avoir 4-5 chansons qui passent à la radio du même album, finalement vous écoutez déjà ce même album. Si vous achetez à chaque fois une chanson, pourquoi vous n'achetez pas l'album en entier? Il est toujours retenu par ça lors de cette promo d'album là, qui est d'ailleurs un clin d'œil, si vous avez compris, à History de Michael Jackson. Quand il dit Future History, c'est en mode je serai le futur de ce genre là. Vu que je suis sur la pop, je vais inscrire quelque chose. Il essaie d'annoncer une tournée mondiale qui sera fabuleuse, où il va montrer ses talents incroyables de danseur pour pouvoir préparer cette tournée où moi j'avais compris le clin d'œil à Michael Jackson, donc vraiment montrer que je suis un grand performeur. Il va faire des vidéos dans lesquelles il va montrer comment il sait faire 50 sauts périlleux. C'était sa version TikTok avant que TikTok n'arrive. Et bien évidemment, au lieu que ça porte l'euphorie autour de la tournée, il va se casser le cou et la tournée sera annulée. Et peut-être que c'était déjà un signe. Jason Derulo a un immense talent. C'est qu'il est capable d'aller en soirée, en studio, d'entendre ce qui se passe et de faire le tube de cette époque-là qui va sonner comme cette époque-là. C'est pour ça que 2 ans après Future History, il arrive avec l'album qui s'appelle Tattoos et comme le son commence à changer, on voit le retour de l'urbain, il s'adapte, c'est-à-dire que le premier single, The Other Side, c'est encore un titre pop électro très fusillé pour les radios de cette époque-là. Et de l'autre côté, certains vont commencer, je pense, à un peu mieux l'apprécier ou alors le supporter sur des titres comme Talk Dirty. Talk dirty to me. Talk dirty to me.
Trumpets qui était plus urbain. The trumpets, they go. And they playing for you, girl. Ou encore Wiggle. Et dans le même temps, il y avait encore d'autres titres très pop comme Marry Me. En plus, le titre est dédié à Jordin Sparks à l'époque. Ils font un peu ce power couple et ça fait quand même beaucoup. Tu as beaucoup de hits, tu es à la radio, à la télé, les gens t'écoutent. Et pareil, malgré tous ces tubes-là qui sont dans cet album-là, Jason Derulo fait face exactement au même souci sur son 3e album. Wiggle, que vous connaissez tous, c'est un succès qui va inspirer plein d'autres succès. Talk Dirty est un gros succès. Marry Me est un gros succès. Dans cet album, il n'y a quasiment que des chansons qui vont dépasser les 400 millions d'exemplaires vendus. Paradoxalement, l'album ne fait pas plus de 200 000 exemplaires aux États-Unis. Et là, vous commencez à comprendre que ça fait beaucoup. C'est-à-dire que le premier, ok, deuxième, ok, troisième, avec encore plus de tubes qui touchent même le public un peu R&B, bah, tu vends beaucoup moins. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'il fait cette petite gueulante en 2015 autour de BET en leur disant, mais moi, j'ai jamais été invité au BET. Do you sometimes feel like you are, you know, underappreciated in the music industry? I mean, you know, like we saw in the BET Awards, they had like Chris come out and Alcina and stuff, but you're the one with the hits. For sure, man, hands down. When you see the VMAs, you know, so when you see the AMAs still be behind, like I don't understand it. And I'm almost done with it, man. Yeah. I'm not gonna continue to extend myself if they're not gonna extend back. I'm gonna do what I do, and I'm not gonna change it for anybody. The color of my skin is not gonna change either. C'est-à-dire qu'il commence à faire le bilan de son propre schéma. Il se dit, ça fait 6-7 ans que je suis là, j'ai plus de hits que tout le monde, mais il a quasiment plus de hits même que Chris Brown ou Usher dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il vend finalement à un public pop ses singles beaucoup plus forts. Mais la vérité, c'est qu'il n'a aucune crédibilité, aucune assise sur la culture afro-américaine parce que les tubes qu'il fait sont ciselés parfaitement pour chaque ère. Mais autant on peut bien aimer écouter Jason Derulo passer à la radio, autant culturellement, Jason Derulo ne signifie pas grand-chose. C'est pour ça que quand il se plaint pour les BET, on finit par l'inviter. Mais quand on l'invite pour rendre hommage à Janet Jackson avec Ciara et Tinashe, mais jamais pour lui donner une grosse plateforme. Dans le même temps, pour vous faire un parallèle, August Alsina, qui sortait son second album, était capable de vendre en première semaine de son second album sans aucun hit. À l'époque, 65 000 exemplaires, pendant que Jason Derulo avait du mal avec plusieurs gros hits à vendre 30 000 exemplaires. Gros souci de crédibilité. Pour moi, le souci de Jason Derulo a toujours été très simple parce qu'il revient à la fameuse phrase de Joe Jackson à sa fille Janet Jackson. Il avait tout compris très vite. C'est pas pour rien que malgré tout ce qu'on dit de lui, il a gagné le prix du meilleur manager de l'histoire de la musique en 82 ou 83, je crois. Il avait dit à sa fille, quoi que tu fasses dans toute la musique, quoi que tu fasses, où que tu ailles, quelque chose que plusieurs gros artistes que vous connaissez actuellement appliquent très bien, n'oublie jamais de te solidifier une grosse fanbase afro-américaine parce que ce sont eux qui vont rester quand il n'y aura plus rien. C'est pas pour rien que beaucoup d'artistes afro-américains solidifient d'abord les bases. Parce que finalement, quand tu as une base solide, bah en fait, tu peux mieux affronter ce qu'il y a devant toi. Jason Derulo et J.R. Rotem, pour moi, avaient construit quelque chose, d'ailleurs, ils se séparent à partir de 2013, qui n'était pas censé, selon moi, dans l'esprit de J.R. Rotem, durer très longtemps. Ils se sont dit, on a un truc, un créneau, j'ai des contacts, on peut faire passer ça, tu vas faire des chansons pop, voilà, dans l'air du moment, et il va reproduire ça d'ailleurs. J.R. Rotem va reproduire IAS qui est très similaire d'ailleurs au début au son de Jason Derulo. Et on voit que derrière, il n'y avait pas l'idée de se dire on va y aller sur le long terme. Jason, de son côté, même solo, a ce talent de se dire bah, à chaque fois qu'il y a une ère musicale, bah, je vais refaire le même truc, je vais reprendre les codes, je peux en faire un tube. Ce qu'il est capable de faire. En 2015, quand on passe à la vague beaucoup plus pop disco, Jason Derulo sort Want to Want Me, que Chris Brown rejette d'ailleurs, mais il le sort lui, et c'est encore un tube pour lui. Et dans ce même album où il y avait ce titre, il va aussi sortir Get Ugly, qui était plutôt pop rap dans la manière dont c'est structuré. Et plus tard, en fin d'exploitation, parce qu'on était déjà passé sur l'ère de la trappe, il va encore comprendre ce qui se passe et il va sortir soit là avec des lyrics beaucoup plus sexuels, beaucoup plus trap, qui différaient
totalement de ce qu'il avait fait au début, mais c'était pas très grave. Il a capté le truc, il a fait appel à Nicki Minaj et à Ty Dolla $ign. En vérité, si vous écoutez cet album et quasiment tous les albums de Jason Derulo, d'une chanson à l'autre, ça n'a rien à voir. En revanche, d'une chanson à l'autre, vous pouvez comprendre qu'il reprend à chaque fois des codes très radiophoniques pour pouvoir s'adapter et c'est un talent. Sauf que ce n'est pas parce que ça fait des chiffres que ça te construit une carrière solide. Et vous le voyez très bien parce que vous pouvez comparer Jason Derulo à Chris Brown, à Usher, même à Ed Sheeran, à plein de personnes qui ont eu des tubes parfois même moins forts dans la même période que lui, et ils ont toujours beaucoup plus de crédibilité, de présence sur la scène, ils remplissent beaucoup plus de salles, pendant que Jason Derulo est toujours dans ce truc de très court terme, alors qu'il a de gros chiffres. Aussi bien sur la scène pop, ce n'est pas du tout un gros mastodonte, même s'il passe à la radio, c'est quelqu'un qui fait des chiffres en radio, c'est pas quelqu'un qu'on respecte de fou, que sur la scène urbaine, ou alors lui il n'est même pas nommé en fait, vous avez quasiment jamais vu Jason Derulo au beat, au Soul Train là, pour eux ce n'est absolument pas la musique qu'ils écoutent, qu'ils respectent. Et tout ça crée un faisceau, il va devenir très peu crédible malgré beaucoup de gros hits. Par exemple, en 2015, il y a les YouTube Music Awards et il va gagner, et ça m'avait vraiment surpris déjà qu'il soit nominé, dans la catégorie 50 artistes à regarder. C'est-à-dire que dans les 50 artistes sur lesquels on va miser dans les années à venir, on retrouve Jason Derulo. Ça n'a pas de sens. Jason Derulo est dans la scène et il a des hits depuis 6 ans. Comment est-ce que YouTube, qui en plus est une plateforme sur laquelle Jason Derulo cartonne en termes de hits, peut le classer dans cette catégorie-là? Mieux encore, Jason Derulo gagne. Ça montre que malgré tout ce qu'il a, il est toujours vu comme un newbie parce qu'il n'a pas d'identité. Il n'y a pas de socle clair. Ça l'a longtemps frustré et il a fini par décider récemment d'en profiter d'une autre façon. Lorsque TikTok a commencé à percer en Occident, Jason Derulo est une des premières célébrités musicales à s'être lancée sur la plateforme. Et en vérité, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent d'abord Jason Derulo en tant que TikToker avant de le connaître en tant que la personne qu'on a écoutée là. Je pense même d'ailleurs qu'il y a plein de personnes dans cette vidéo, si elles sont véritablement honnêtes, qui ont écouté plein de chansons dans cette vidéo, plein de titres qui ne savent pas qu'elles sont chantées par Jason Derulo. Elles savent qu'elles les connaissent, que c'est passé à la radio, mais elles sont même pas sûres que c'est lui qui a chanté. Donc en fait, finalement, quand il arrive sur TikTok, certes, il a une autorité, certes, il est connu, mais il va véritablement s'inscrire en tant que TikToker. Il va faire toutes les trends, toutes les chorégraphies. S'il y a des challenges à faire, il les fait et refait. Donc en fait, il se comporte exactement comme un TikToker, ce qui était assez différent et est toujours différent de l'approche des autres artistes. Les autres artistes sont arrivés sur TikTok en se disant, il y a une audience, je vais capitaliser pour pouvoir vendre ma musique. Jason Derulo, en vérité, il l'a pas fait comme ça. Il l'a fait pour être un des TikTokers les plus connus de la plateforme. Je veux que mes chiffres soient très bons. C'est pour ça qu'il y a eu plein de TikTokers qui critiquaient Jason Derulo en disant que oui, bah, lui passe par le fait d'être artiste pour pouvoir récupérer des fans, mais il n'a rien lâché. Je crois qu'aujourd'hui, il a quasiment 30 millions de vues. Et ce n'est que après avoir commencé à avoir une véritable audience qu'il a rattrapé cette audience-là pour proposer de la musique avec notamment le titre Savage Love. Et il faut savoir que pour cette chanson, Savage Love, qui était donc à la base un titre qui était en train de cartonner sur TikTok, il n'avait pas prévenu le créateur. C'est parce que les TikTokers sont allés le voir et l'ont réprimandé qu'il a finalement intégré le créateur et que ça lui a permis d'avoir ce nouveau hit mondial. Mais à la base, c'est la composition d'un jeune TikToker qui commence à buzzer et voyant la chanson buzzer sur plein de TikTok, Jason Derulo enregistre sa version et quand il se fait rattraper par les TikTokers qui connaissent la chanson, il finit par redonner les crédits de la chanson au TikToker original. À cette époque, j'avais fait une mini-analyse sur TikTok et justement ce genre de chanteur et j'avais dit que si les Magic System finissaient par cartonner, Jason Derulo postulerait pour devenir un 5e membre de la formation parce que c'est son idéologie musicale. Chaque fois que quelque chose marche, il s'y met. Si demain il apprend que c'est le Zulu qui cartonne, il est capable à demander à devenir le 5e membre des Magic System. Mais je trouvais que bizarrement, depuis quelques temps, il s'était un peu temporisé sur le fait de suivre les modes musicales. Je sais pas si ça vous a frappé comme moi, mais je trouvais très bizarre qu'il n'y ait pas de Jason Derulo en afro en fait. L'afro cartonne sur TikTok, Jason Derulo est chaque jour sur TikTok et il fait pas de son afro. Ça m'a beaucoup surpris avant que je ne m'aperçoive que maintenant sur son compte, il avait dédié toute une partie à l'entrepreneuriat. Il s'est mis à devenir
Comme plein de vidéos qu'on voit sur internet là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu es pauvre parmi les pauvres. Vous mentez combien de fois par minute? 42. Il est devenu un entrepreneur et à mettre en avant ses capacités d'entrepreneur, à raconter ses histoires d'entrepreneuriat. How many sources of income do you have? 13 maybe? What's the highest? It's called a Rocket Car Wash. You pay a membership and you can get your car washed at any time. It's like Netflix and how Netflix changed, the film industry. Le fait qu'il ait investi dans plusieurs sociétés très différentes, notamment sa société phare qui est Rocket Car Wash, une société dans le lavage de voitures qui fonctionne apparemment selon lui très bien à Haïti, c'est estimé à 1 ou 2 milliards de dollars. Et c'est pas le fait qu'il ait ces sociétés-là, c'est la manière de le vendre. Il est venu en mode, je peux vous montrer exactement, comme plusieurs promoteurs d'internet, comment faire pour devenir comme moi. Et donc d'un coup, en plus du truc TikToker, danseur, chanteur et tout, il a rajouté cette fameuse casquette d'entrepreneur web. Quand vous voyez les interviews de lui depuis plusieurs mois, il parle vraiment en mode, voici les clés du succès. Et comme tout bon entrepreneur web, il a donc sorti un livre que j'ai lu et qui est un bon résumé rien qu'au titre de cette vidéo. C'est-à-dire que le titre s'appelle Sing Your Name Out Loud. Chante ton nom très fort. C'est-à-dire qu'il rigole de son propre mème. Là, on retrouve le côté TikTok. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il récite son nom tout le temps. La deuxième partie, c'est 15 règles essentielles pour vivre ton rêve. Ce n'est pas montré en mode, même quand vous regardez la pochette Jason Derulo l'artiste, c'est en mode Jason Derulo l'entrepreneur qui va te donner les clés du succès pour devenir la personne qu'il est. Et le livre est encore plus intéressant à cet effet parce qu'effectivement, il dévoile pour le coup très clairement ce qu'a été son plan promo de carrière. Il dit, et ça m'a frappé qu'il le dise, mais j'ai retrouvé une interview dans laquelle il le redit, non, je n'ai pas fait la musique que j'aimais faire. Avec mon DA, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on regardait les pays, on regardait ce qui marchait le mieux, et j'ai fait une musique qui s'adaptait au fait que ça touche le plus de personnes sur Terre. On l'avait compris, mais le fait qu'il le dise, c'est deux choses différentes. That came from my manager at the time. He had all the charts from all these different countries, different genres, and how much those different genres were selling. He was like, this genre makes this kind of music, and if you look at this German chart, you don't see any da-da-da-da. I was like, well, why can't it be me? I wanted to do the music that I felt like would give me the largest reach. Mais là où il est fort, c'est qu'au début, ça le frustrait de fou. Parce qu'il voulait être artiste et tout, et qu'il était un peu coincé malgré tout par le fait de ne pas avoir cette reconnaissance-là. Les gens le trouvaient même agaçant à cause de ça, parce que chaque interview, il répétait à chaque fois tous ses chiffres pour montrer qu'il vendait mieux que les autres. You have so many dang hits. What? You're 40 million in. Yes. Vous vous rappelez de cette fameuse scène à Vegas où quelqu'un le confond, l'appelle Usher, et il s'énerve directement, il va frapper la personne. Hey yo, why you slap him, dog? Hey yo, why you slap him? Hey Usher. Why you slap him? Why you slap him? Aujourd'hui, il a retourné l'argumentaire en disant « J'ai fait ça parce que je pense aux chiffres, je suis un entrepreneur, donc cette musique-là, c'était fait pour que ça touche telle partie de la population. Et maintenant, donc, il va vous vendre des formations et qu'il va vous vendre des programmes. Il récupère sa carrière musicale qui n'était pas totalement reluisante pour lui, dans le sens de vous dire, c'est un plan promo, on n'est pas toujours obligé de faire ce qu'on veut faire, mais tant que ça marche par-ci, par-là, regardez, les chiffres sont là, suivez-moi, je vais vous montrer la voie pour cet investissement-là et pour d'autres investissements à venir. It's not the musician thing to say, to be like, I chose this because of numbers, you know, but it is the music business. Et ça m'a fait rigoler parce que là, il vient de sortir son nouvel album qui s'appelle donc New King, et je me suis dit, mais ça n'a pas de sens que Jason Derulo n'ait pas fait d'afro. Donc du coup, ça m'arrive rarement de faire ça. J'ai d'abord, vu qu'il y avait 26 chansons dans l'album, je me suis dit, bon là quand même, il chante en français avec Amir. Il y a le titre Ayo Girl qui pour moi pourrait être dans l'air du temps un single plutôt facile pour lui. Donc je pense que sur TikTok ça pourrait prendre les semaines à venir. Non seulement il y en a plusieurs, mais la plus évidente c'est la troisième. T'as pas à aller chercher très loin dans l'album. Mad Love avec le sample et le featuring de Young B Never Broke Again. Jamais eu beaucoup de respect artistique pour lui, parce que c'est très court-termiste et que des fois, aussi bien musicalement que dans les méthodes qu'il emploie, c'est un peu cheap. À l'instar de la polémique actuelle avec les youtubeurs. Vous avez dû voir peut-être depuis 3-4 semaines après les tiktokers, c'est les youtubeurs qui sont sur le dos de Jason Derulo. Parce qu'encore une fois, et je trouve que ça ressemble à sa manière de concevoir la musique en fait, ce qu'il a fait. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Jason Derulo, allez sur la partie short.
vous allez voir qu'il y a plein de contenus qui ne lui appartiennent pas. Parce qu'au moment où YouTube s'est dit on va pousser ce format-là, bah en fait, il y avait beaucoup plus de vues à avoir sur ce format-là. Jason ne produit pas énormément de formats courts de ce style-là ou alors pouvant cartonner. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur plein de comptes qui ont des vidéos un peu buzz. Pour ne pas être bloqué par les droits, il a mis sa propre musique. C'est-à-dire que je vous mets, je sais pas, une dame en train de tisser des cheveux de façon folle, par exemple, en Inde. Bah, c'est pas un contenu qui appartient à Jason Derulo, en fait. Mais il le met en short sur sa chaîne YouTube en mettant sa propre musique pour pouvoir faire des vues et avoir le maximum de personnes qui vont rejoindre sa chaîne YouTube. Ça n'a aucune éthique, c'est même honteux pour un artiste de sa gamme. Soit il fait ça, soit si vous allez sur cette chaîne, regardez bien, vous allez voir que il poste les vidéos, plein de vidéos, et il s'intègre lui-même comme s'il réagissait pour faire croire que c'est un contenu sur lequel il réagit, mais c'est pas un contenu sur lequel il réagit. En fait, c'est la même vidéo qu'il upload à chaque fois sur plein de contenus super différents. Mais il se dit, vu que c'est des vidéos souvent à buzz, des trucs qui intéressent les gens, des trucs un peu what the fuck, bah il les re-upload avec sa musique, sa tête dessus. YouTube ne va pas le bloquer parce que c'est du contenu original. Et c'est ce truc-là que plusieurs YouTubeurs ont dénoncé autour de lui en disant que c'était de la honte. Mais, comme souvent avec lui, le résultat c'est d'avoir du chiffre. Quand tu fais ça, et vous voyez que quand il poste ses vidéos de lui-même ou ses chansons, il y a peu de vues sur les shorts, mais quand il poste ces vidéos là il y a beaucoup plus de vues, donc tu vas avoir plus d'abonnés et lui il veut du chiffre, donc les abonnés sur sa chaîne sont de plus en plus gros et il se dit que paradoxalement ça peut lui permettre de mieux se vendre en tant qu'entrepreneur et de mieux entre autres vendre sa musique, même si encore une fois les moyens par lesquels il passe ne sont pas les plus appréciables. 250 million records across the world, you know. I'm one of 6 artists that have had a #1 in 3 different 5 male artists who has had a #1 in the UK in 3 different decades. So that's America, that's the UK. I mean, we could go on and on and on. Again, the numbers just don't lie. Mais bon, nous arrivons à la fin de cette petite analyse qui revenait sur la carrière de Jason Derulo. Et dites-moi donc ce que vous pensez du personnage. Est-ce que pour vous, c'est quelqu'un qui aura marqué la pop culture et qui a été mal évalué? Parce qu'on ne peut pas lui nier qu'il a un talent, un flair, une manière de scinder chaque air, trouver les bons producteurs, les bonnes mélodies pour pouvoir avoir un tube sur le moment. Est-ce que culturellement c'est censé signifier quelque chose? C'est à vous de me le dire. Est-ce que vous avez déjà écouté des albums de lui ou est-ce que vous ne connaissez que ses singles? Est-ce que vous comprenez pourquoi pour les BET ne signifie pas la même chose que des Chris Brown, des Usher ou même des Sam Smith? Parce que Sam Smith a gagné un BET Award qui est Black Entertainment alors que Jason Derulo est quasiment pas invité. Quoi qu'on puisse dire, la phrase de Joe Jackson se vérifie parce que si BET avait eu tort, bah Jason Derulo aurait été une grosse pop star ailleurs en fait. Mais il ne l'est pas. Il reçoit son premier YouTube Music Award en 2015 et on lui dit que artist to watch et lui aussi il accepte. Pour vous dire qu'il n'a pas cette crédibilité aussi bien sur la scène pop que sur la scène R&B ou sur la scène beaucoup plus black en fait. Donc ça nous montre aussi la manière de voir un artiste selon les cultures, selon les gens. Mais globalement, qu'est-ce que vous pensez du personnage, de sa reconversion maintenant sur internet en tant qu'entrepreneur, TikToker, YouTuber, du fait qu'il joue maintenant sur le côté entrepreneurial en assumant totalement ne pas forcément aimer la musique qu'il a faite mais l'avoir faite pour les chiffres, le fait qu'il soit sur TikTok pour essayer de toucher une audience plus jeune mais pas simplement pour sa musique, aussi pour exister en tant que TikToker, parce qu'il a ce côté où il veut, il le dit, des chiffres, et le fait que maintenant il se batte avec les YouTubers parce que les YouTubers trouvent injuste que sa chaîne YouTube grimpe de fou sur des bases totalement fausses parce que il met des vidéos qui ne lui appartiennent pas et s'arrange à tricher afin que ça fasse gonfler artificiellement les chiffres. Moi, en vrai, cette polémique, je la trouve un peu légère, mais ce que je trouve intéressant dedans, c'est qu'elle nous montre l'artiste qu'il est, en fait, et qu'il n'a jamais cessé d'être au-delà de son ego, de tout ce qu'il peut dire là, mais il y a un côté quand même un peu pas très profond derrière tout ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelle est votre chanson préférée de lui, parce que je suis sûr que certains étaient sûrs que d'autres personnes chantaient les nombreux tubes qu'il a, parce qu'il en a quand même beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous retrouve sans aucun doute très vite pour une nouvelle vidéo.